Dans cette vidéo, on va continuer notre laboratoire. Donc, on avait vu comment démarrer, quels étaient les objectifs. On avait vu où se trouvait la spécification du protocole SMTP et puis comment on pouvait faire des premières expériences interactives pour demander à un serveur SMTP d'envoyer un message électronique. Ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est de la notion de serveur SMTP mock. On va voir comment on peut utiliser quelque chose qui simule un serveur SMTP qui facilite notre vie pendant le développement et les tests de l'outil. Comment on va écrire un programme qui envoie des messages électroniques. On n'a pas envie de vraiment à chaque fois envoyer ces messages parce qu'on n'a pas envie de perturber des utilisateurs finaux ou des administrateurs système. Dans le pire des cas, on n'aurait pas envie de se faire bloquer parce qu'on génère du trafic via un vrai serveur SMTP. Cette notion de serveur mock, c'est un exemple de ce que certains développeurs appellent des test doubles. On ne va pas rentrer ici dans les détails, mais vous avez ici pour référence une page de Martin Fowler, qui est un gourou du développement agile et de l'architecture logicielle. Donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez utiliser ça comme point de départ. Mais l'idée, c'est quand on teste un système logiciel, très souvent, on va remplacer des parties de ce système logiciel par des simulateurs, par des faux objets qui font presque la même chose que les vrais objets. Il y a différentes raisons de faire ça. Dans le cas précis, dans ce laboratoire, notre motivation, c'est de pouvoir tester notre client, d'écrire notre client, donc de valider qu'on implémente correctement le protocole SMTP, mais sans envoyer du vrai trafic vers Internet. Donc on va utiliser un serveur SMTP qui va parler SMTP, qui va nous permettre de vérifier que notre application a bien envoyé des messages bien formatés, mais derrière, les messages vont rester coincés. On va voir après qu'on aura une interface utilisateur pour vérifier que tout se passe bien. Donc, il y a différents termes qui ont été proposés parce que ces objets qui simulent d'autres objets, comme ils sont utilisés pour différentes raisons, on a quelques subtilités. On ne va pas rentrer dans ces détails ici. Donc, ce qu'on a envie finalement, c'est de trouver un outil qui ressemblera à un serveur SMTP, avec lequel on pourra parler, mais qui finalement sera une coquille vide et puis qui n'acheminera pas les messages électroniques vers les destinataires. Alors, il y en a tout plein. Si vous faites une recherche sur Google sur mock SMTP server, vous allez trouver toute une liste. Vous verrez évidemment qu'il y en a plusieurs qui sont hébergés sur GitHub. On peut regarder celui-ci par exemple. Vous voyez typiquement quand vous utilisez ce serveur, vous allez le lancer avec cette commande Java ici. Vous allez avoir cette interface utilisateur qui va s'afficher. Donc cette interface utilisateur, ça représente le serveur SMTP. Et ça, c'est les messages qui ont été reçus par le serveur SMTP. Et puis, une fois que votre application Java elle est lancée, ben, elle va se mettre à l'écoute sur un port de communication. Vous pouvez ici spécifier quel est le port de communication que vous voulez utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser le port 25, ben, vous pouvez par exemple dire que vous allez écouter sur le port 25-25. Et puis après, ben, avec Telnet, vous pouvez vous connecter sur le serveur et puis envoyer des commandes SMTP et vous verrez après au fur et à mesure que les messages arrivent. Donc pour développer votre outil, pour débugger, c'est quelque chose qui est très utile. Si on revient dans la liste, on en a d'autres. Celui que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est celui-ci. Qui s'appelle MockMock.
où on a vraiment de nouveau le même principe. On voit que l'application nous met à disposition une interface utilisateur, et puis dans cette interface utilisateur, je vais trouver tous les messages que j'ai envoyés avec mon client. La différence entre celui-ci et le précédent, c'est que celui-ci, c'est une application web, donc je vais accéder à cette interface utilisateur via mon navigateur, tandis que l'autre, c'était une application Swing, c'était un client riche. Fonctionnellement, j'ai testé les deux, c'est très similaire, donc c'est vraiment une question de préférence. Vous verrez de toute façon que c'est très rapide de faire l'installation et d'exécuter ces deux applications, donc vous pouvez vraiment tester les deux. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais copier l'URL. Et puis, je vais cloner le repo dans un dossier. Et puis, je vais en profiter pour donner quelques explications. Donc là, on est en train de rapatrier le code. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un fichier pom.xml. Donc, on va retrouver un projet Maven. Et on a évidemment des fichiers sources. Ce que vous allez voir, c'est que quand je vais faire le mvn install pour lancer le build du projet, ça va prendre un certain temps parce que si on va regarder dans le POM, ici, c'est donc finalement le fichier qui dit qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir builder le logiciel. Vous voyez qu'il y a toute cette section ici, dépendance, où on a vraiment une liste qui est déjà assez conséquente. Cette application, elle a été développée au-dessus de plusieurs frameworks web, notamment un framework très utilisé qui s'appelle Spring. Et puis, ça c'est vraiment un des avantages de Maven, c'est que quand vous définissez ces dépendances, au moment où je vais faire le premier mvn install, Maven va regarder s'il a ces librairies localement. Si c'est le cas, il va pouvoir les utiliser. Sinon, il va automatiquement aller les chercher sur Internet, dans des repos, et les rapatrier. Les dépendances sont toujours versionnées, donc vous pouvez après vraiment avoir un contrôle sur le résultat final. Alors, on voit ici qu'il a récupéré le code, et donc je vais faire mon mvn clean install, ce qui va demander à Maven de lancer le build. Alors on a d'abord une compilation du code. En fait, chez moi ça a été assez rapide parce que j'avais déjà les dépendances. Quand vous allez le faire chez vous la première fois, vous allez voir que ça va durer un peu plus longtemps. Parce qu'il va y avoir tout ce téléchargement des dépendances. On voit que c'est un projet qui inclut aussi des tests unitaires. Les tests ont été exécutés. Tout se passe bien. Parfait. Alors, on va revenir sur la page. Et puis, si on regarde, on voit ici que pour le lancer, j'ai cette commande ici. Par défaut, il va écouter sur le port 25 pour le protocole SMTP. Et puis il va écouter sur le port 8282 pour l'interface web. Alors si je veux, je peux changer ça. Et puis je peux lui spécifier un autre port. Alors c'est ce que je vais faire, je vais lui dire de se mettre à l'écoute sur le port 2525 pour le protocole SMTP. Il faut que j'aille dans le répertoire target par exemple. Vous voyez, il y a ces deux jars. On va utiliser celui-ci ici. Donc c'est java-jar mock server one jar et puis c'est -p2525.
Voilà. Alors, là, il y a toute la machinerie du framework Spring qui se met en route. Si on regarde le log, on voit qu'il est à l'écoute sur le port 8282 et sur le port 2525. Donc, si maintenant je viens ici et que je fais localhost 8282, eh bien, j'arrive sur l'interface web de Mokmok. Donc, je viens de lancer une application Java qui s'est mise à l'écoute sur le port 8282 et qui me sert une interface web. Bon, pour le moment, il n'y a eu aucune interaction, c'est la première fois que je l'ai lancé, donc il n'y a aucun email qui a été traité. Je vais revenir sur mon terminal, et puis je vais refaire la manipulation qu'on avait fait la dernière fois sur un vrai serveur SMTP, mais cette fois, je vais faire une communication avec le serveur qui tourne sur ma machine et qui écoute sur le port 2525. Et on voit que j'ai quelque chose de similaire, donc de nouveau un message de bienvenue, mais cette fois-ci c'est Mokmok qui me dit bonjour. J'envoie le hello, on va retrouver nos informations sur le serveur avec la dernière ligne 250 espace au lieu de 250 tirets. Et puis, si vous vous souvenez, une transaction mail, ça commence toujours par un from. Alors, imaginons que j'ai envie d'envoyer un message de mon adresse à l'école à mon adresse privée. On voit que ici j'ai fait une faute de frappe, c'est RCPT tout. Et puis, une fois que j'ai spécifié l'expéditeur et le ou les destinataires, je vais utiliser la commande data. On va mettre maintenant les en-têtes qui vont apparaître à l'intérieur du message. Une ligne vide pour séparer les en-têtes du contenu du message. Et puis, vous vous souvenez, pour indiquer la fin du message, c'est un retour à la ligne, un point, et suivi d'un deuxième retour à la ligne. Ce que je fais ici, le serveur me dit OK. Si je reviens dans mon interface web et puis que je rafraîchis, ben on voit que maintenant le serveur me dit, ah ben dans ma file d'attente, dans mes interactions avec des clients, j'ai reçu des messages. Et puis, si je clique dessus, je vais avoir maintenant vraiment accès aux données brutes. Si je reviens dans mon terminal ici, je peux terminer et puis j'ai terminé ma session. Voilà. Donc, vous voyez de nouveau que ce soit que vous utilisiez ce serveur Mok, que vous utilisiez celui-ci, ou que vous en cherchiez encore un supplémentaire, le fonctionnement va toujours être plus ou moins les mêmes. Et d'ailleurs, quand j'ai fait le développement, j'ai installé les deux et j'ai utilisé les deux parce que de temps en temps, il y avait des différences un petit peu subtiles. Donc ça vaut la peine de faire le test avec les deux. Mais vous voyez que c'est assez facile à utiliser, c'est très pratique. Et ces messages que j'ai envoyés, évidemment, ils restent coincés dans le serveur Mok. Lui, plus loin, il ne va pas faire l'acheminement. Donc c'est quelque chose que vous avez vraiment intérêt à utiliser pendant le laboratoire. Voilà pour cette partie du laboratoire. Donc maintenant on a démarré avec SMTP, on
sait ce qu'on doit faire pour utiliser ce serveur mock. La prochaine fois, on va rentrer dans le code et puis voir quelles sont les grosses briques et puis qu'est-ce qu'on doit faire pour structurer ce code.